Alors c'est un organe où on peut se dire, une chirurgie un peu lourde, on peut se dire que finalement les techniques de réhabilitation précoce, finalement c'est pas très important. Je pense que Mustapha, avec son expérience, va nous montrer que ça permet d'améliorer les résultats chirurgicaux, même dans une chirurgie difficile à haut risque. Monsieur le Président, Monsieur les modérateurs, chers membres de l'Académie de chirurgie, c'est un grand plaisir, un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui devant vous pour vous parler du programme de réhabilitation améliorée après chirurgie pancréatique. Tout d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est que le programme de réhabilitation améliorée. Je vais utiliser le terme ERAS, c'est le terme anglais de Enhanced Recovery After Surgery, car la réhabilitation dans l'esprit en France reste parfois un peu confuse, et c'est pour ça que je vais utiliser ce terme. Tout d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est le programme ERAS. On va parler un peu des défis en chirurgie pancréatique, on va voir ce que ça marche, et puis comment réussir un tel programme. Un petit rappel historique qui montre un peu les changements des pratiques. Vous savez que dans les années 60, la chirurgie ambulatoire s'est développée surtout aux États-Unis dans un but de réduire les durées d'hospitalisation ou les occupations des lits et diminuer donc le coût de la santé. Fin des années 80, développement de la laparoscopie, l'avènement des procédures ou des protocoles de fast track fin des années 90 et puis dans les années 2000, le programme ERAS. Alors, au programme ERAS, si on pose la question à une assemblée, qui est au courant d'ERAS, tout le monde lève la main en disant « moi je suis au courant d'ERAS ». Si on demande qui applique le programme ERAS, là on tombe à 40%. Et quand on fait l'audit et on regarde qui vraiment applique le programme de manière complète, on arrive à 1%. Et c'est un peu à l'image des chirurgiens où on pense toujours qu'on est un peu plus fort que ce qu'on est en réalité. Il y a beaucoup de confusion entre le fast track et le programme ERAS. Le fast track était développé par Henri Kellett, fin des années 90, mais son application a été un peu déviée de l'esprit d'origine. L'objectif pour le fast track, c'est de diminuer le coût de santé en utilisant les procédures mini-invasives avec l'objectif ou les retombées d'une diminution de la durée des séjours et une économie de santé avec des inconvénients qui nécessitent de sélectionner les malades et un taux de réhospitalisation qui est très élevé, qui atteint dans certaines séries 30%. Pour le programme ERAS, c'est totalement différent. L'objectif, c'est d'améliorer la qualité de la prise en charge et impliquer le patient dans sa prise en charge. Donc le but n'est pas un but financier ni de diminution des durées de séjour. Le résultat, c'est de diminuer le stress périopératoire, de réduire les complications et un effet collatéral ou plusieurs effets collatéraux qui sont la diminution de la durée de séjour, des économies de santé sans augmentation du taux de réhospitalisation. Le concept ERAS, c'est une prise en charge multimodale périopératoire pour un meilleur établissement après une chirurgie lourde. Elle est basée sur une réévaluation des pratiques, sur de la médecine factuelle, et elle concerne tout le parcours du patient, sans sélection de patients, et ça c'est un point important parce que ce sont les malades les plus graves qui en vont en bénéficier le plus. Les premières recommandations ont été publiées en 2005. Tout d'abord, un groupe académique est créé en 2001, puis la société ERAS 10 ans plus tard. Il a fallu attendre 10 ans pour faire les changements, je dirais même plus, puisque la préhabilitation a été décrite après la Deuxième Guerre en Angleterre. L'armée de Sa Majesté souhaitait recruter de nouveaux soldats dans son armée, mais était confrontée par des problèmes de santé physique et mentale des jeunes Anglais à l'époque. Ils se sont rendus compte qu'en mettant en place un programme, en améliorant les conditions de logement, d'hygiène, de nourriture et des entraînements physiques, ils amélioraient les conditions physiques de ces jeunes et même les tests de performance intellectuelle étaient améliorés. Ça, c'est encore plus ancien, puisque à Lyon, au XVIIIe siècle, Claude Poutot était confronté au problème de gangrène qui sévissait à l'Hôtel-Dieu. Il décrivait dans ses écrits que la douleur et le stress des patients étaient responsables de ces complications post-opératoires. Il était le premier à proposer l'arrivée le jour même des patients pour leur chirurgie, de diminuer le délai de préparation des malades avant leur intervention chirurgicale et de diminuer la durée de séjour pour éviter les infections. Donc vous voyez que ces concepts sont très anciens. Il a fallu attendre plus de 2 siècles après pour avoir les recommandations de la société ERAS publiées dans différents types de chirurgie et qu'on peut trouver sur le site internet.
Pour la chirurgie pancréatique, les recommandations ont été décrites et publiées en 2013 pour la duodénopancréatectomie céphalique. On peut les diviser en 3 parties, ce qui est réalisé en préopératoire, en péropératoire et en post-opératoire. Ça concerne aussi tous les médecins et l'équipe soignante. C'est vraiment un plan de voyage à travers le processus chirurgical. Pour le chirurgien, une information au patient, pas de préparation digestive, une voie d'abord mini-invasive autant que possible, pas de sonde gastrique, pas de drainage systématique, les laxatifs en post-opératoire, une réalimentation précoce. Pour l'anesthésiste également, des éléments importants, l'absence de jeûne préopératoire, pas de prémédication, une analgésie efficace, prévention des nausées et des vomissements et d'éviter d'utiliser les opiacés dans la mesure du possible, et puis l'équipe paramédicale qui accompagne le patient pour son éducation, sa mobilisation et sa réalimentation. En chirurgie pancréatique, on sait que la dénutrition pose un problème. Ce papier publié par Bosetti en 2007 montre clairement qu'en fonction de la gravité de la chirurgie, on peut améliorer les résultats en améliorant l'état nutritionnel du patient. Ici, les malades qui sont à haut risque, comme les cancers du pancréas, qui sont souvent des patients âgés avec une dénutrition importante. Et la société ERAS recommande pas de nutrition artificielle préopératoire systématique, on privilégie une nutrition par voie entérale ou orale et une mini-nutrition 5 à 7 jours avant la chirurgie. Le drainage biliaire, il y a eu beaucoup de débats. Nous disposons d'une seule étude randomisée qui montre clairement que le drainage systématique endoscopique préopératoire avant le DPC augmente de manière significative les complications. Nous voyons dans notre pratique que presque un malade sur 2 arrive déjà avec une endoprothèse avant sa chirurgie. Les recommandations, c'est pas de drainage systématique pour une bilirubine inférieure à 250. Le jeûne préopératoire, nous savons déjà depuis 2003 qu'il augmente la résistance à l'insuline, ce qui augmente les complications post-opératoires et le stress périopératoire. La société ERAS recommande de ne pas laisser les malades à jeun. On leur donne un complément de boisson carbohydratée la veille de la chirurgie et 2 heures avant la chirurgie. Bien évidemment, il faut adapter aux patients, par exemple un patient diabétique ou avec des troubles de la vidange gastrique, il ne faut pas leur donner les boissons 2 heures avant. Le stress, c'est aussi un gros problème, mais le meilleur moyen de lutter contre le stress, ce n'est pas la prémédication, c'est une information adéquate au patient, son éducation, d'éviter le jeûne et d'éviter la prémédication. Ici, vous avez un patient qui va au bloc à pied sans prémédication en vue d'une résection pancréatique et hépatique combinée. Nous appliquons cette méthode à 100% de malades. Les délais d'attente au bloc opératoire sont inférieurs à 10 minutes et un taux de satisfaction de 95%. Les perfusions, c'est aussi un grand débat. Nous avons des éléments dans la littérature qui montrent qu'un remplissage restrictif donne de meilleurs résultats qu'un remplissage libéral. On s'oriente aujourd'hui vers une approche ou une stratégie orientée et qui est monitorée avec un Doppler transœsophagien et les recommandations de société ERAS, c'est une balance zéro au niveau du remplissage péropératoire. Ici, vous voyez l'évolution de nos pratiques sur les DPC. On est passé de presque 3 litres à peine 1,5 litre de perfusion pendant l'intervention chirurgicale. Le drainage abdominal, toujours un débat. Nous disposons aujourd'hui de 3 études randomisées, 2 qui sont contre le drainage systématique et une qui est pour le drainage systématique. En tous les cas, ce qu'on sait, c'est que si on draine, il faut enlever les drains de manière précoce. Et pour les recommandations ERAS, c'est drainage non systématique, une ablation précoce des drains abdominaux. L'analgésie est très importante, elle permet une mobilisation précoce des patients, elle permet aussi une reprise du transit et de la réalimentation, et ce sont les recommandations de la société ERAS pour l'analgésie, une analgésie épidurale, multimodale, pas d'opiacés, prévention des nausées et des vomissements et pas de sonde nasogastrique. Les résultats dans la littérature, ça c'est une série italienne qui montre un taux de compliance qui est très satisfaisant et un effet quand même positif de manière significative contre un groupe contrôle pour la reprise du transit, la réalimentation, la réperfusion et la mobilisation. Une autre aussi étude qui montre clairement une baisse de la morbidité dans le groupe ERAS, pas de modification de la mortalité ni du taux de réadmission après chirurgie. Au niveau financier, nous avons 4 études sur différents types de résection pancréatique qui montrent quand même une différence significative sur le coût d'hospitalisation, sauf pour les pancréatectomies gauche. Alors, pour améliorer aussi les résultats, nous avons sur les durées de séjour, voici les durées moyennes de séjour avant ERAS. Quand on commence à mettre en place le programme de manière incomplète, on gagne déjà sur les durées d'hospitalisation et cette réduction de la durée de séjour est maintenue quand le programme ERAS est implanté de manière complète, bien entendu, sauf pour les complications les plus graves, car elle nécessite toujours des durées de séjour assez importantes. Notre expérience
On a fait l'implémentation avec l'équipe du professeur Desmartines de Lausanne, et c'est sûr que quand on passe de ça à ça, on a un peu d'humilité, on sait qu'on n'est pas plus fort que les autres, et on fait appel à des équipes expertes pour nous aider. On a vu qu'on fait toujours un peu d'ERAS, un peu de fast-track avant, mais on passe d'un taux de compliance de 43% à 86% après l'implémentation. Et comme vous voyez ici, sur la courbe de gauche, ça c'est les items qu'on utilisait ou qui étaient implémentés avant la mise en place du programme. Et vous voyez que la courbe passe vers la droite, c'est-à-dire on a plus d'items. Le taux de compliance sont très satisfaisants. On vérifie s'il y a des items qui ne sont pas bons, on peut les rectifier par la suite. Et ici, c'est la courbe qui montre clairement que plus le taux de compliance augmente, la durée de séjour diminue de manière significative. Quand on regarde les résultats, en comparant l'expérience avant et après ERAS, on a une diminution de la morbidité, des complications graves, de la mortalité, des fistules graves de grade BC, de l'hémorragie, du taux de l'intervention, et une diminution de la DMS, c'est-à-dire la durée de séjour, avec un taux de réadmission qui reste faible de 7%. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ça permet de lisser les occupations des lits. Vous voyez, il y a moins de fluctuations sur les occupations de lits avant qu'après ERAS. On a moins de malades qui vont en réanimation. La plupart des patients arrivent directement dans le service, ce qui permet une meilleure gestion des lits dans l'hôpital. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le plan financier? On voit clairement que dans le service, où nous avons 2 unités, on a une diminution significative sur les durées d'hospitalisation, qui est globalement d'environ 30%. Elle est plus importante pour la chirurgie lourde du foie et du pancréas, ce qui permet de restructurer le service en diminuant le nombre de lits, une économie de 13 ETP et de pouvoir financer un ETP pour une infirmière coordinatrice du programme ERAS. Alors, comment réussir le programme d'implémentation? Il est bien décrit dans la littérature et par la société ERAS. Il nécessite tout d'abord d'organiser une équipe avec chirurgiens, anesthésistes et infirmières, de rédiger ses propres protocoles et puis d'organiser la collecte des données. Ensuite, de procéder à la mise en place d'ERAS, ce qui nécessite une formation de l'équipe, puis la collecte de données. Ensuite, évaluer avec un système d'audit, analyser nos résultats, mesurer les compliances et apporter les ajustements qui sont nécessaires. Un support patient est important puisque le patient est acteur de sa prise en charge, donc il a un carnet de bord qui remplit régulièrement, et puis un système d'audit qui permet de nous donner nos résultats, aussi bien de manière globale que de manière précise sur les différentes interventions. On peut aussi voir la compliance sur les items pré-, per- et post-opératoires. Quand on regarde les résistances, à la mise en place du programme, c'est surtout les médecins, chirurgiens anesthésistes qui représentent plus de 50% des personnes qui sont opposées ou qui manifestent une résistance à la mise en place de ce programme. Finalement, on parle du patient au centre des soins, mais si on comprend bien que le patient n'est pas uniquement au sein d'un service avec des médecins et des infirmières, qu'il y a aussi un établissement autour avec ses impératifs économiques, de gestion et budgétaires, et qu'on est aussi dans une nation avec ses impératifs économiques, des coûts de santé, de ressources, on a une meilleure approche de la prise en charge des patients. Je termine en disant que l'implémentation du programme ERAS nécessite un programme bien rigoureux, bien standardisé. Elle nécessite un système d'audit pour vérifier la compliance et l'adhérence, de changer les pratiques. C'est la fin des dogmes, mais il ne faut pas remplacer les anciens dogmes par de nouveaux dogmes. Elle nécessite une coordination et un travail d'équipe. Je vous remercie. Merci Moustapha pour cette très belle présentation qui illustre bien que même si on a toujours l'impression qu'on fait de la réhabilitation précoce, pour que ça marche, pour que ce soit vraiment de la réhabilitation précoce, il faut que ce soit quelque chose qui soit réfléchi, qui nécessite une coordination, qui nécessite qu'il y ait des audits sur ce qu'on fait pour être certain que toutes les différentes étapes soient bien claires. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bonjour Gérard-Pascal. Merci pour cette très belle présentation, très claire, qui nous a appris plein de choses. Simplement, j'ai une question à vous poser. C'est quoi pour vous le stress? Est-ce que ça peut correspondre peut-être à une définition? Moi, je ne sais pas. Parce que le stress, il est évidemment variable d'un individu à l'autre. Est-ce qu'il y a des évaluations quantitatives? Et qui est-ce qui s'occupe de ça? Parce que ça peut varier peut-être. Ça peut un peu influencer la modification de la prise en charge dans le cas de terrasse.
Bien sûr. Alors, le stress, je n'ai pas de réponse précise à votre question, je préfère le dire clairement. Le stress, c'est ce qu'on décrit pour les patients avant d'aller se faire opérer d'une chirurgie pancréatique, d'un cancer, ou qui savent que le pronostic est mauvais. Donc, voilà, c'est une source de stress. Et ça, avant, on utilisait ça comme, on va dire, comme prétexte pour mettre en place de la prémédication. En disant que les malades sont stressés, il faut les prémédiquer. On sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas une bonne chose. Il vaut mieux expliquer aux patients ce qui va se passer pour sa chirurgie, sa prise en charge, que de faire de la prémédication. Les malades sont beaucoup plus confiants en allant se faire opérer. C'est toujours très intéressant. Tu l'as dit toi-même, tous les chirurgiens sont pour, très peu le font, alors que c'est évident qu'il faut le faire. Alors, comment tu expliques ça? Alors, comment j'explique ça? Je pense que nous, avant de l'implémenter, on disait qu'on faisait du fast-track. Alors, on avait arrêté de drainer, on avait simplifié beaucoup de choses. Mais en réalité, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas un système d'audit. Et si on n'a pas un système d'audit qui est efficace, ben on ne sait pas ce qu'on fait. C'est ça le problème. Après, il y a une implémentation, on va dire, rigoureuse, parce qu'on peut dire, je sais faire. Personne ne sait faire tout seul. Il faut s'aider de l'expérience d'autres équipes. Nous, on l'a fait. Et je pense qu'il faut avoir un peu d'humilité en disant ben, on ne sait pas faire, on fait appel à quelqu'un et on met en place. L'implémentation, ça nous a pris 9 mois pour mettre en place ce programme. Et pendant l'année qui a suivi, on n'était pas encore parfait. On s'est amélioré. Mais rien que pour démarrer le programme, ça prend 9 mois pour mettre tout en place.